Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection IREA. Collection dirigée par David Gakunzi. Fournir des clés permettant de mieux comprendre l'Afrique, son histoire, ses réalités et mutations actuelles, ainsi que sa géopolitique, voilà l'ambition de cette collection de l'IREA, Institut de recherche et d'études africaines. La collection, qui réunit aussi bien des essais, des monographies que des textes littéraires issus des travaux et des débats animés par l'Institut, a pour vocation de faire connaître au grand public les travaux d'auteurs confirmés mais également ceux de jeunes talents encore méconnus. Les ouvrages de la collection sont rédigés dans une langue conviviale, vivante et accessible. Dernière parution. João Maria Futi, Essai de morphologie lexicale du Siswundi du Cabinda, Angola, 2012. Philippe Duval, Côte d'Ivoire. Chronique de guerre 2002 à 2011, 2012. Brian Touré, de la Franc-Afrique à la Chine-Afrique, 2012. Théophile Obenga, l'État fédéral d'Afrique noire, la seule issue, 2012. Jean-David Enda, le Nouvel Ordre ivoirien, 2012. Roger Guebalou, Côte d'Ivoire, Souveraineté bafouée, 2011. Calixte Baniafuna, La démocratie de l'ONU en Côte d'Ivoire, 2011. Calixte Baniafuna, Ce que France veut, Afrique veut, le cas de la Côte d'Ivoire, 2011. Calixte Baniafuna, La démocratie coloniale de la France, 2011. Roger Guebalou, Côte d'Ivoire, Le crépuscule d'une démocratie orpheline, 2011. David Gakunzi, Libye, Permis de tuer, 2011. Du même auteur. Comment gouverner autrement la Côte d'Ivoire, L'Harmattan, 2010. Les chemins du développement de l'Afrique, L'Harmattan, 2008. Dédicace. À mon épouse. À mes enfants. Citation. La Commission de l'Union africaine n'entend donner aucune approbation ou improbation aux opinions émises dans cet ouvrage. Celles-ci doivent être considérées comme propres à leur auteur. Sigle. ABCA, Association des banques centrales africaines. ACDC, Accord sur le commerce, le développement et la coopération. APD, Aide publique au développement. BEI, Banque africaine d'investissement. CAE, Communauté de l'Afrique de l'Est. CAF, Coût assurance fret. CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. CENSAD, Communauté des États sahélo-sahariens. CER, Communauté économique régionale. COMESA, Marché commun pour Afrique de l'Est et australe. ECOSOC, Conseil économique et social. FED, Fonds européen de développement. FMA, Fonds monétaire africain. FMI, Fonds monétaire international. IAA, Industrie agroalimentaire. IGAD, Autorité intergouvernementale sur le développement. MEDA, Mediterranean Economic Development Area. NEPAD, Nouveau partenariat économique pour le développement de l'Afrique. OMD, Objectif du millénaire du développement. PNB, Produit national brut. PVD, Pays en voie de développement. PD, Pays développés. SADC, Communauté de développement de l'Afrique australe. TICAD, Conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique. UA, Union africaine. UMA, Union du Maghreb arabe. UNNADAF, Nations unies Nouveau agenda pour le développement de l'Afrique. Avant-propos. Cet ouvrage est l'aboutissement de profondes réflexions portant sur les pistes à faire valoir pour libérer l'Afrique du sous-développement structurel et chronique. Il propose aux décideurs économiques et politiques africains des repères leur permettant de mieux cibler les handicaps du continent, afin de leur administrer la thérapie la plus efficace et durable. Les défis identifiés dans le présent ouvrage constituent la toile de fond de tous les défis auxquels l'Afrique contemporaine doit faire face. Leur résolution constitue donc le préalable à toute stratégie de développement, au niveau du continent. Ces défis ne sont certes pas exhaustifs,
mais la teneur qu'il comporte les place au début du long chemin qui amène à l'émancipation économique et politique totale de l'Afrique tout entière. Ce livre a pu voir le jour grâce au précieux concours de Madame Kokobé Georges, qui a su mettre du sien pour saisir le manuscrit et intégrer toutes les modifications requises. Qu'elle trouve ici mes sincères remerciements et ma profonde reconnaissance. Préface. Les défis du continent sont énormes. Les priorités sont partout. Tout est priorité en Afrique. Tous les sujets sont des défis à relever, et pour les décideurs économiques et politiques du continent, la tâche n'est pas facile. Ne serait-ce que savoir par où commencer? Par quel angle aborder telle difficulté? Comment classer les priorités? Une telle situation ne leur facilite guère la tâche et leur renvoie en permanence les questions délicates suivantes, à savoir, par quel bout commencer? Par quel angle faut-il attaquer? Quelle est la priorité des priorités? Quel ordre de priorité faut-il établir? Bref, la question récurrente, par où commencer? Semble être la plus posée par tous ceux qui ont une responsabilité à assumer en Afrique. Depuis les années 60, période où la plupart des pays du continent se sont affranchis de la domination politique et économique étrangère, certaines questions que l'on a pu penser révolues sont toujours d'une cruelle actualité, notamment la question par où commencer. Les responsables se succèdent à la tête des institutions ou des services, sans que ce type d'interrogation ne trouve une réponse efficace et durable. L'Afrique doit maîtriser les véritables leviers de son avenir économique et politique, s'accorder sur l'essentiel et trouver en son sein les moyens nécessaires pour s'approprier son destin. Le temps de la rhétorique est passé. Il faut faire le choix des solutions qui éloignent le continent de la pauvreté et de la misère. Le renouvellement sans fin des urgences quotidiennes conduit les décideurs économiques et politiques africains à la recherche des solutions miracles, au point d'en oublier les solutions essentielles qui sont pourtant à portée de main. Le présent ouvrage invite à les découvrir et à les maîtriser, mieux, il élabore une grille de préoccupations qui, une fois résolue, ouvrirait la voie au succès du processus de développement de l'Afrique. Les titres et sous-titres de l'ouvrage lèvent à la fois le voile sur les problématiques de base et tentent de proposer de nouvelles pistes à explorer, capables de conduire à une vraie renaissance de l'Afrique. Il interpelle tous les leaders et citoyens africains sur l'extrême urgence qu'il y a à poser les questions de fond, et à y répondre. La pertinence des questions traitées, l'originalité des solutions proposées et la facilité d'accès aux idées qui y sont exprimées, retiennent l'attention et méritent que tous ceux qui s'intéressent à la résolution des problématiques du développement du continent africain s'y arrêtent. Edem Kodjo, président de Pax Africana. Ancien secrétaire général de l'OIA. Ancien Premier ministre du Togo. Introduction. Dieu, dans toute sa miséricorde, a tout donné à l'Afrique. Dieu a mis à sa disposition toutes les potentialités de croissance et de développement. En Afrique, tout porte à croire que toutes les potentialités naturelles susceptibles de susciter le développement s'y sont donné rendez-vous. Ce qui laisse dire que le continent africain, à certains endroits de sa superficie, constitue même un scandale géologique faisant ainsi allusion à l'immensité des ressources naturelles de tout genre que ce continent recèle. Et pourtant, après plus d'un demi-siècle d'autonomie relative de gestion des affaires domestiques, le continent a du mal à s'extraire de la pauvreté et de la misère. L'Afrique est aujourd'hui le réservoir des terres arables, et pourtant, elle n'arrive pas à développer son agriculture pour soustraire ses nombreuses populations à la famine persistante et à la malnutrition grandissante. L'Afrique regorge de toutes les matières premières minières et énergétiques, et pourtant, elle demeure encore à la traîne du monde industrialisé. Son industrie, exception faite de l'Afrique du Sud, reste pour l'essentiel à l'état embryonnaire faute d'un financement substantiel et durable, d'une maîtrise de technologies appropriée, d'un savoir-faire managérial digne de ce nom et d'une bonne gouvernance économique et politique, toile de fond de tout succès industriel. Ce sous-développement industriel expose l'Afrique aux effets pervers des chocs endogènes et exogènes. Et que dire de son processus d'intégration, qui ne connaît pas un rythme soutenu à la hauteur des ambitions des populations africaines. Et pourtant, depuis le 25 mai 1963, date de la création de l'Organisation de l'Unité africaine OUA,
plusieurs projets et programmes intégrateurs ont été adoptés, parfois dans un enthousiasme débordant par les autorités africaines. Au nombre de ceux-ci figurent principalement le plan d'action et l'acte final de Lagos, 1980. Le traité d'Abuja instituant la Communauté économique africaine, 1991, est entré en vigueur en 1994. La déclaration de Sirte, 1999, et l'Union africaine et son programme historique NEPAD, 2001 puis lancé en 2002. Toutes ces nobles initiatives, traduction parfaite de la volonté politique des dirigeants africains de booster la dynamique de l'intégration régionale et continentale, n'ont jusqu'à ce jour pas permis d'atteindre les résultats escomptés. Et pour cause, une foison d'obstacles jalonne les chemins de l'intégration en Afrique au sein desquels se révèlent l'insuffisance criante de ressources financières, la persistance des souverainetés nationales, la non-intégration des décisions politiques prises à l'échelle régionale et continentale dans les législations nationales, la multi-appartenance des États à des communautés économiques régionales ou à des organisations intergouvernementales, la pauvreté des régions et du continent en infrastructures physiques et institutionnelles, l'absence de leadership politique, etc. Finalement, l'effet conjugué de toutes ces contraintes obère significativement les processus d'intégration régionale et continentale et, de facto, prive l'Afrique d'un pan considérable des atouts lui permettant de relever les défis majeurs des temps modernes. Par ailleurs, il convient de souligner que l'un des défis à relever par l'Afrique réside dans le fossé scientifique et technologique grandissant qui la sépare du monde développé et des pays émergents ou émergés. Ce retard scientifique et technologique est à rattraper par l'Afrique, quel que soit le prix à payer sous peine d'être confinée de façon quasi permanente dans le cul-de-sac de la pauvreté et de la misère, d'une part, et d'autre part de subir toutes les affres de la domination extérieure. Aussi, ne dit-on pas que la paix, c'est l'autre nom du développement ? Les multiples conflits que connaît le continent africain sont de nature à annihiler tous les efforts visant à y créer les conditions de l'avènement d'une croissance économique forte et durable, sans laquelle tout processus de développement est structurellement handicapé. Le défi de la pacification totale et durable du continent est à surmonter afin de favoriser la traduction dans les faits des immenses potentialités qu'il regorge, et de permettre à chaque Africain de connaître l'éclosion de son génie créateur. Pour installer de manière irréversible l'Afrique dans un environnement de paix et de sécurité durable, la voie la plus sûre et la plus crédible qui résiste à l'usure des temps se trouve dans l'adoption des vertus de la bonne gouvernance économique et politique. La bonne gouvernance, dit-on, est la meilleure conseillère en matière du développement. Elle s'impose aujourd'hui comme un passage obligé à tous les décideurs économiques et politiques. L'Afrique ne peut pas s'y dérober au risque de connaître de façon permanente une instabilité économique, politique et sociale. Ensuite, on ne le dira jamais assez, le développement est d'abord et surtout un processus endogène. Tous ces leviers de commande doivent avoir un ancrage domestique. Dans ce processus endogène, l'aide extérieure ne doit constituer qu'un appoint. Or, que constate-t-on aujourd'hui ? Un examen de proximité des sources actuelles du financement des économies africaines laisse entrevoir que celles-ci restent confiées au bon vouloir des bailleurs de fonds. En réalité, toutes portent à croire que le financement extérieur s'est substitué, ou semble le faire, au financement interne. Dans ce cas de figure, le développement de l'Afrique semblerait s'apparenter à des chimères si cette tendance n'était pas inversée. Trouver en son sein les mécanismes essentiels du financement de ces économies constitue un autre défi que l'Afrique d'aujourd'hui doit relever. Un autre challenge, non des moindres, se loge dans la rationalisation des partenariats avec le reste du monde. Aujourd'hui, l'Afrique se trouve au centre des intérêts des pays du G8 et des pays émergents du BRIC que sont le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine. Entre autres raisons justificatives d'une telle situation figure au premier chef l'immensité des ressources de toutes sortes dont regorge le continent africain. La multiplicité de ces partenariats, doublée de l'absence, en Afrique, d'un cadre stratégique panafricain de coopération internationale, présente des allures d'une cacophonie. Or, il est connu de tous que ces partenariats proposés à l'Afrique n'échappent pas à la logique de la poursuite des intérêts d'État qui fondent les relations entre nations. D'où l'urgente nécessité pour l'Afrique de mieux s'organiser pour proposer des réponses concertées et responsables
aux nombreuses demandes de partenariat qui lui sont adressées. Finalement, plusieurs gageures se dressent sur le chemin du progrès de l'Afrique. En Afrique, tout est prioritaire, tout est défi, a-t-on coutume d'affirmer. Mais les contraintes financières, scientifiques et technologiques que connaît ce continent lui imposent une démarche dans son processus de développement. À nos yeux, cette démarche requiert qu'un certain nombre de préalables, voire d'obstacles soient levés. Ces préalables se logent dans la résolution, de façon efficace et durable, des nombreuses problématiques parmi lesquelles figurent celles relatives aux défis susmentionnés. Le développement des différents chapitres du présent ouvrage aideront à mieux appréhender ces problématiques et à mieux saisir la portée des thérapies qui leur sont proposées. Chapitre 1. Sortir les populations africaines de la famine et les mettre à l'abri de la malnutrition. L'Afrique est le réservoir mondial des terres arables. Elle détient 60% de ces terres tant convoitées pour le développement lato sensus de l'agriculture. Les forêts africaines constituent le deuxième poumon de la planète après celle du Brésil. L'Afrique, exception faite de sa partie saharienne, est traversée de fleuves et de rivières qui sont des atouts majeurs pour promouvoir l'activité agricole. Aussi, convient-il de souligner, le continent africain est doté d'immenses lacs, de nappes d'eau ou de nappes phréatiques qui, du point de vue géologique, le placent dans une posture extrêmement favorable au développement de l'agriculture. Et pourtant, l'Afrique dépend encore, après plus d'un demi-siècle d'indépendance, des importations alimentaires pour nourrir ses nombreuses populations. Aujourd'hui, l'agriculture africaine reste essentiellement archaïque. Le paysan africain utilise encore des moyens de production extrêmement rudimentaires, voire moyenâgeux. Il est encore loin de maîtriser son environnement de production. Il demeure apathique vis-à-vis de cet environnement qui lui dicte son calendrier de production. En d'autres termes, le paysan africain reste suspendu aux vicissitudes de la météorologie. Ainsi, son rendement, sa productivité et le volume de sa production sont fortement corrélés à la bonne pluviométrie, alors que le continent regorge de nappes d'eau considérables. En Afrique, quand la pluviométrie est mauvaise, la plupart des paysans et leurs familles, ainsi que des communautés entières ont du mal à satisfaire leurs besoins alimentaires. Cette situation fait de l'Afrique le continent où les villes nourrissent les campagnes s'impose comme la règle. L'agriculture africaine est donc structurellement handicapée, ce qui lui enlève toute capacité de devenir autosuffisante. Pourquoi l'agriculture africaine peine-t-elle à se développer ? Comment la rendre plus performante et plus productive ? Le présent chapitre aidera à y répondre. Les raisons justificatives de la contre-performance de l'agriculture africaine. L'Afrique a faim. Son agriculture a failli à sa première mission, celle de nourrir convenablement les populations africaines et les mettre à l'abri de la malnutrition. La contre-performance de l'agriculture africaine a conduit la quasi-totalité des pays du continent à importer massivement pour nourrir les populations urbaines et rurales, ce qui a été, entre autres, à l'origine des déficits structurels et chroniques de leur balance des paiements. Le sous-développement de l'agriculture africaine, qui ne date pas d'aujourd'hui, résulte des politiques agricoles adoptées dès l'aube des indépendances, privilégiant les cultures d'exportation au détriment des cultures vivrières, dans le seul souci d'alimenter les caisses de l'État en devises étrangères. Aujourd'hui, la problématique du développement de l'agriculture africaine rebondit, sous l'effet de la flambée des prix des produits alimentaires de première nécessité que l'on enregistre à travers le monde et dont l'impact est difficile à contenir par les pays africains. De nos jours, l'on met en relief des facteurs tels que les biocarburants ou les agrocarburants, la rétention des offres asiatiques de riz pour anticiper la hausse éventuelle de la demande locale, la poussée des prix du pétrole ou des hydrocarbures, les subventions agricoles dans les pays riches, l'augmentation des taxes à l'exportation des produits alimentaires, etc. Et pourtant, certains analystes estiment que ces facteurs, tant décriés, n'expliquent qu'une infime portion, 3% de la crise alimentaire actuelle dans les pays pauvres. La crise alimentaire en Afrique s'explique principalement par les politiques agricoles, qui ont jusque-là marginalisé les cultures vivrières. Ces politiques ont orienté l'essentiel de la structure des incitations à la production agricole, prix aux producteurs, prix des produits phytosanitaires, politique de commercialisation, etc.,
vers les cultures pérennes, destinées exclusivement à l'exportation. Ceci a conduit les fermiers et les paysans africains à s'adonner entièrement à la promotion de ces dernières cultures. Et les conséquences immédiates qui en découlent sont légion. Coexistence conflictuelle des deux types de cultures au niveau des espaces cultivés, pénurie alimentaire fréquente, tendance affirmée des villes qui nourrissent les campagnes, particulièrement pendant les périodes de soudure, importation massive de denrées alimentaires qui bouleversent dans certains cas les habitudes alimentaires, dépendance alimentaire grandissante à l'égard de l'extérieur, etc. L'agriculture africaine se trouve donc dans une situation alarmante. Sa branche exportatrice, qui a été privilégiée pendant des décennies, a du plomb dans l'aile pour des raisons qui tiennent essentiellement à la chute de la demande extérieure. Et comme corollaire à une telle situation, l'agriculture africaine côtoie paradoxalement la faim et la famine et n'arrive même plus à remplir sa principale fonction supposée de pourvoyeuse de fonds. Cette situation déplorable a été exacerbée par les institutions de Bretton Woods depuis les années 80, à la faveur des programmes d'ajustement structurel, PA, que celles-ci ont initiés et imposés aux pays africains. Ces politiques, entre autres, recommandaient aux dirigeants africains au nom de la libéralisation des échanges et des avantages comparatifs, d'importer toutes les denrées alimentaires dont la production domestique était jugée onéreuse. Dans une telle démarche, l'importation alimentaire s'imposait comme une voie privilégiée pour assurer la sécurité alimentaire des pays. Nos pays étaient donc invités, au nom des principes sacro-saints de libéralisation économique, à importer massivement pour assurer leur sécurité alimentaire. Assurer sa sécurité alimentaire par l'importation a conduit l'Afrique à absorber les excédents agricoles des pays riches, en décourageant parallèlement les producteurs locaux. Le concept de sécurité alimentaire, dans le contexte néolibéral, s'opposait donc à celui de l'autosuffisance alimentaire, qui figure en lettres d'or dans le plan d'action de Lagos qui invite les pays africains à endogénéiser tous les mécanismes d'alimentation des populations africaines. La stratégie de l'autosuffisance alimentaire appelle donc les pays africains à tout mettre en œuvre pour garantir leur sécurité alimentaire par le biais du développement de l'agriculture locale, ce qui est de nature, entre autres, à réduire significativement la dépendance alimentaire extérieure de notre continent. Adopter une politique agricole ambitieuse. L'Afrique a-t-elle une politique agricole ? Les pays africains, pris individuellement, ont-ils une politique agricole ? En d'autres termes, ont-ils mis en place une politique de développement agricole claire susceptible de mobiliser l'adhésion des acteurs agricoles ? Les caractéristiques de l'agriculture africaine conduisent à la conclusion que l'absence de véritable politique agricole sur le continent semble être la règle. Aujourd'hui, combien de pays africains peuvent-ils se targuer d'être dotés d'une politique agricole qui élit le suffrage de leurs agriculteurs et qui confère à l'agriculture tous les moyens lui permettant de remplir ses principales fonctions ? Exception faite de quelques rares pays, l'agriculture dans la plupart des pays revêt encore les caractéristiques d'une agriculture de subsistance ou d'autoconsommation. Les paysans africains, principaux acteurs de la production agricole, exercent toujours leur métier avec des techniques culturales héritées de leurs aïeux. Aujourd'hui, ces paysans s'adonnent à leurs activités avec des moyens extrêmement rudimentaires. Ils sont encore très éloignés de la modernisation agricole, qui peut conduire à l'autosuffisance alimentaire. Cet état des faits met en lumière l'impérieuse nécessité de l'avènement d'une politique agricole qui fixe le cadre, les objectifs, et les moyens du développement de l'agriculture. Une telle politique, de long terme, avec des ajustements éventuels dans sa mise en œuvre, doit bénéficier du consensus de toutes les parties prenantes du secteur primaire dans les pays. Dans cette perspective, toutes les incitations à la promotion agricole doivent être identifiées et vulgarisées. Ainsi, les prix agricoles, la politique de commercialisation, de financement agricole, d'acquisition d'inputs agricoles, de transformation agricole, d'amélioration du cadre de vie des paysans et de recherche agronomique appropriée doivent être prises en compte dans la nouvelle politique agricole à adopter dans les pays africains. Investir massivement pour soutenir la nouvelle politique agricole. Est-il possible de développer l'agriculture sans y investir massivement ?
L'agriculture africaine peut-elle connaître un développement sans se moderniser? Cette modernisation peut-elle se faire sans l'appui des capitaux étrangers? La tentative de réponse à ces questionnements révèle deux préoccupations majeures. La nécessité de moderniser l'agriculture, et celle conséquente de la première, de privatiser ou non le foncier agricole africain. D'une part, l'histoire des faits économiques enseigne que là où l'agriculture a connu un véritable développement, celle-ci a bénéficié d'importants investissements de nature variée dans le long terme. Ce type d'investissement a valorisé l'activité agricole par l'entremise d'un croît significatif de la productivité agricole et du rendement à l'hectare, permettant ainsi de réduire considérablement la population active dans ce secteur. Ici, les entreprises agricoles se sont multipliées pour même contrôler tous les maillons de l'économie agroalimentaire, voire infra, à savoir la production, la transformation, la commercialisation et dans certains cas, la restauration. L'agriculture africaine peut-elle se soustraire à une telle logique qui s'impose aujourd'hui à toute la planète comme naturelle? Les exigences de l'autosuffisance alimentaire contraignent l'Afrique à adhérer à cette logique. De ce fait, ses dirigeants sont invités à adopter une politique agricole dont l'un des principaux axes doit être l'investissement massif à long terme susceptible d'inscrire l'agriculture africaine dans la voie de la modernisation. D'autre part, l'agriculture africaine peut-elle réussir sa modernisation sans adhérer aux vertus de l'économie de marché? La question sous-jacente ici est de savoir si l'on doit ou non privatiser le foncier rural. Aujourd'hui, le constat qui saute aux yeux est que les paysans africains, dans leur grande majorité, s'adonnent à de petites exploitations avec des techniques et des moyens de production extrêmement élémentaires. Et comme implication à une telle situation, ils connaissent une pauvreté et une misère parfois insoutenables. Ces petites exploitations mises en valeur de manière extensive parviennent difficilement à remplir la fonction d'autoconsommation du paysan producteur-consommateur. Puis, ces paysans sont dénués de moyens financiers leur permettant de s'adresser au marché pour acquérir les biens et services nécessaires à l'amélioration de leur bien-être. Faut-il laisser les paysans africains croupir dans la pauvreté et la misère, en maintenant un système de production qui handicape structurellement le développement agricole? Ou bien faut-il réformer profondément le système agricole en favorisant l'avènement de grandes entreprises agricoles, qui emploieraient ces paysans comme ouvriers agricoles? Dans la perspective de la réhabilitation de l'agriculture africaine, de nouvelles pistes méritent d'être explorées. Ceci amène à poser une série de questions. L'agriculture africaine peut-elle se développer à travers sa structure actuelle? Petites exploitations, moyens de production vétustes ou rudimentaires? La voie d'une agriculture capitaliste de grandes exploitations modernisées et motorisées ne semble-t-elle pas la piste idoine pour relancer l'agriculture africaine? En d'autres termes, l'agriculture africaine peut-elle se développer sans être privatisée? Ne vaut-il pas mieux, en privatisant la terre, que les nombreux paysans, principaux acteurs de cette agriculture, deviennent des ouvriers agricoles des grandes exploitations privatisées que de croupir dans une pauvreté permanente? La perception d'un salaire mensuel ou annuel pour couvrir les besoins quotidiens et accéder à l'économie monétarisée, ne vaut-elle pas mieux pour les paysans qui, depuis des lustres, sont confinés dans de petites exploitations qui n'arrivent même pas à leur garantir l'autosubsistance qui demeure pourtant leur finalité principale? Le paysan devenu ouvrier, doté d'un lopin de terre pour produire ce dont il a besoin et compléter ainsi son pouvoir d'achat, ne serait-il pas mieux outillé, voire mieux armé face à la pauvreté et à la misère? Ces nombreux questionnements, la liste n'est pas exhaustive, méritent des réponses si l'on veut poser un bon diagnostic de la situation agricole de l'Afrique, afin de lui administrer une thérapie efficace et durable. Selon l'adage, les progrès sont l'accomplissement des utopies. Il est donc extrêmement urgent pour les analystes ou experts des questions agricoles en Afrique, de proposer à ce continent une véritable politique de développement rural dont les axes se fonderaient sur les réponses aux questions déjà évoquées, qui sont loin d'être des chimères. Un pan important de l'autonomie, voire de l'indépendance de l'Afrique, dépend dans une très large mesure de la capacité de son agriculture à nourrir ses populations. La convoitise et l'accaparement de terres africaines, un autre obstacle au développement de l'agriculture africaine? Aujourd'hui,
L'on tire la sonnette d'alarme sur les achats massifs des terres agricoles des pays du Sud par des investisseurs étrangers dont l'impact est, dans certains cas, la remise en cause de l'économie et parfois, la survie voire l'existence des populations pauvres. Selon P. Burneau et W. Anceu 2012, dans les pays en voie de développement entre 2001 et 2011, près de 228 millions d'hectares, l'équivalent de 4 fois la superficie de la France, ont été vendus ou loués, ou ont fait l'objet de négociations, à quelques 2000 investisseurs, principalement internationaux. Actuellement, l'accaparement des terres africaines prend une ampleur considérable due essentiellement au croît persistant des prix des produits agricoles, aux besoins grandissants d'importations alimentaires des pays émergents, à l'immensité de la demande d'agrocarburants qui s'inscrit dans le cadre de la recherche de sources d'énergies alternatives, et à l'intérêt que les fonds spéculatifs accordent de plus en plus au domaine agricole. Ce dernier aspect est révélateur de ce que le secteur privé, particulièrement bancaire et financier, n'est pas en reste de ce phénomène d'acquisition des terres dans les pays du Sud. Le tableau ci-dessous illustre parfaitement la tendance de l'expansion de l'agriculture offshore en Afrique. La convoitise des terres arables africaines est diversement appréciée. En Afrique, selon P. Burneau et W. Anceu, la majeure partie des projets visent la production d'agrocarburants, 39,4%, puis les denrées alimentaires, 22,4%, les cultures industrielles telles que le coton, 7,7% et l'alimentation animale, 3,5% le plus souvent pour l'export. Ainsi, pour certains analystes, parmi lesquels figurent ceux de la Banque mondiale, le développement de l'agriculture offshore fournit un atout à l'Afrique pour moderniser son agriculture. Dans cette logique, les pays bénéficiaires de ces investissements les considèrent comme une opportunité de collection des taxes, de développement d'infrastructures et de création d'emplois. C'est ainsi que, selon la Banque mondiale, le land grabbing ou l'accaparement des terres constitue une opportunité pour le pays hôte de s'affranchir des contre-performances agricoles. Dans cette logique, dit-elle, en développant des agricultures offshore, les pays investisseurs opèrent des transferts de main-d'œuvre et de technologie, mais aussi des savoir-faire, lesquels sont favorables à une exploitation plus optimale des terres agricoles dans les pays d'accueil, machinisme agricole, industrie des semences. Par ailleurs, souligne-t-elle, ces transferts, en favorisant l'accès au capital et à la technologie des paysans des pays d'accueil, peuvent être à l'origine d'une élévation de la productivité agricole, gain de productivité favorable à la croissance de la production agricole et à la réduction de la pauvreté. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.